13 hommes avaient échoué, des ingénieurs, des techniciens hors de prix, tous humiliés par une chargeuse sur pneus à l'arrêt au milieu de l'exploitation agricole. Le millionnaire, furieux, cria « Celui qui remettra cette machine en marche deviendra chef sur le champ ». Des rires fusèrent, jusqu'à ce qu'une jeune mécanicienne en uniforme rose s'avance. « J'ai juste besoin d'écouter la machine », dit-elle. Ce qui se produisit lorsqu'elle tourna la clé fit frissonner tout l'atelier. « Mon ami, laissez un commentaire ci-dessous pour soutenir la chaîne. J'aimerais avoir au moins 100 commentaires sur cette vidéo. Dites-moi quelle machine vous aimeriez voir dans une prochaine histoire ou quel genre d'histoire vous voulez regarder ici, sur la chaîne. Votre avis est très important. Je lirai et répondrai à tous les commentaires. Le soleil de Mars en Beauce frappe sans pitié les terres du domaine du Val-Soleil. C'est un de ces jours où la chaleur semble faire fondre même la patience des hommes les plus équilibrés. Et Joseph Armand Dubois, le redoutable Joe le Typhon, n'était définitivement pas un homme équilibré à ce moment-là. À 62 ans, ce propriétaire terrien aux larges épaules et aux cheveux grisonnants avait bâti un empire dans l'agro-business. 3000 hectares de terres productives, des flottes de machines valant des millions, des silos gardant des fortunes en céréales. Mais à ce moment-là, toute sa fortune estimée à plus de 20 millions d'euros ne parvenait pas à résoudre un problème apparemment simple. Faire revivre une chargeuse sur pneus Volvo L120H. La machine était là, imposante et silencieuse, comme un dinosaure d'acier jaune, endormi pour toujours. 22 tonnes d'équipement suédois de dernière génération, un moteur Volvo D7E de 6 cylindres et 230 chevaux, une benne d'une capacité de 3-5 mètres 3. Une merveille technologique qui avait coûté environ 190 000 euros et qui n'était plus qu'une décoration coûteuse occupant l'espace dans le hangar principal du domaine. 3 semaines, 21 jours d'agonie pour Joe le Typhon. La récolte de soja était chargée manuellement parce que la chargeuse sur pneus, responsable du déplacement de tonnes de céréales des silos vers les camions de transport, était à l'arrêt. Chaque jour d'arrêt représentait des dizaines de milliers d'euros de pertes. Chaque retard irritait les acheteurs. Chaque heure perdue rongeait la réputation du domaine comme celle d'une exploitation moderne et efficace. Joe le Typhon avait tout essayé, absolument tout. 11 spécialistes étaient déjà passés par cet atelier, 11 techniciens certifiés, certains venus de Lyon, d'autres de Nantes, un même de Bordeaux. Des mécaniciens qui facturaient 100, 160, voire 300 euros de l'heure de travail. Des hommes qui arrivaient avec des mallettes d'équipements électroniques sophistiqués. Des ordinateurs portables connectés à la centrale de la machine, des outils importés étincelants. Le premier avait dit que c'était un problème de module d'injection électronique. Il avait remplacé la pièce, mais rien. Le second avait juré que la transmission PowerShift avait l'embrayage brûlé. Il avait tout démonté, mais rien. Le troisième avait parié sur le système hydraulique, remplacé des vannes, des filtres, la pompe. Rien. Le quatrième, le cinquième et le sixième avaient tenté des variations des mêmes diagnostics. Chacun avait facturé sa fortune. Chacun était reparti vaincu, laissant Joe le Typhon encore plus furieux et la machine encore plus démontée. Des pièces très coûteuses éparpillées, des fluides renversés, des connecteurs débranchés. Quand le 11e technicien était descendu de la cabine de la Volvo, secouant la tête en signe de défaite, quelque chose s'était brisé à l'intérieur de Joe le Typhon. Il était dans le bureau principal lorsqu'il avait reçu la nouvelle, entouré de ses 3 contremaîtres, Gérard Leclerc, Richard Martin et Antoine Charles, surnommés Tonio, des hommes qui travaillaient avec lui depuis des décennies, qui connaissaient chaque recoin de ses terres. Joe le Typhon s'était levé comme un taureau blessé, renversant la chaise en cuir véritable. Ses yeux bruns, habituellement calculateurs et froids, brûlaient maintenant d'un mélange de rage et de désespoir. Il avait traversé la cour du domaine à grandes enjambées, ses bottes claquant lourdement sur le sol de pavé. Les ouvriers agricoles qui le voyaient passer s'écartaient instinctivement. Ils connaissaient ce regard. C'était le regard de tempête qui précédait ces explosions.
Il arriva à l'atelier principal, où la Volvo L120H restait au centre, entourée de caisses de pièces, d'outils éparpillés et des 11 mécaniciens qui avaient échoué. Certains y étaient encore, ramassant leurs équipements, la tête basse. L'odeur de gazole, de graisse et de frustration imprégnait l'air. Joe le Typhon s'arrêta au centre de l'atelier. Sa voix, lorsqu'elle sortit, avait cette qualité grave et dangereuse qui faisait trembler les hommes adultes. « Écoutez tous !» rugit-il, et le silence s'installa instantanément. Même le vent sembla s'arrêter. J'ai dépensé plus de 10 000 € en spécialiste. 10 000 €, et cette machine est toujours morte. Il désigna la chargeuse sur pneus d'un doigt épais, tremblant de rage. Mes grands-parents ont construit ce domaine de leurs propres mains. Mon père l'a transformé en une entreprise lucrative. Je l'ai fait passer au XXIe siècle. Et maintenant, je vais perdre des contrats parce que cette machine ne fonctionne pas. Les mécaniciens regardaient le sol. Les employés du domaine, une trentaine d'hommes qui s'étaient rassemblés en entendant les cris, restaient dans un silence respectueux. Gérard, le chef d'équipe, un homme de 58 ans à la moustache grisonnante et à l'air peu amène, croisa les bras et observa. C'est alors que Joe le Typhon prit une décision impulsive, du genre qu'il prenait rarement. Son visage rougi par la colère prit une expression presque désespérée. « Écoutez-moi bien, vous tous !» cria-t-il, et sa voix résonna sur les murs métalliques de l'atelier. « Celui qui parviendra à faire fonctionner cette chargeuse sur pneus aujourd'hui, maintenant, à cet instant, cette personne prendra la direction de la logistique et de la machinerie du domaine du Val-Soleil. » Un murmure de surprise parcourut la foule. La direction de la logistique était le deuxième poste le plus important du domaine, juste en dessous de Joe le Typhon lui-même. Cela signifiait un salaire d'environ 3 000 € par mois, une maison sur la propriété, un véhicule de service, une participation aux bénéfices. C'était un poste que les hommes passaient des décennies à convoiter. « Je ne plaisante pas !» Joe le Typhon continua de frapper la carrosserie jaune de la Volvo d'un son métallique qui résonna. « Celui qui y parviendra peu importe qui, ouvrier agricole, contremaître, visiteur, celui qui fera ronronner cette machine aujourd'hui sera le nouveau directeur. » Le silence qui suivit était presque palpable. Les 11 mécaniciens qui avaient échoué se regardèrent, leurs expressions oscillant entre la honte et l'incrédulité. Personne ne bougea, personne ne parla, jusqu'à ce qu'une voix féminine, éclair et ferme, coupe le silence comme une lame. « J'aimerais essayer, monsieur Dubois. » Toutes les têtes tournèrent simultanément. Et là, à l'entrée latérale de l'atelier, où le soleil de l'après-midi créait un contre-jour doré, se tenait-elle. Béatrice Moreau, elle avait 28 ans et était à ce moment-là la vision la plus inattendue que ces hommes aient pu avoir. Alors que tous portaient des vêtements tachés de graisse, des jeans délavés et de lourdes bottes, Béa portait un uniforme qui semblait sorti d'un autre univers. Un pantalon et une veste impeccable aux couleurs blanc et rose fuchsia, avec des détails réfléchissants argentés. Dans le dos de la veste brodée en lettres cursives élégantes, on lisait Béa Moreau, mécanicienne spécialisée. Elle n'était pas grande, peut-être 1,65, mais sa posture droite et confiante la faisait paraître plus grande. Brune, la peau bronzée par le soleil de la plaine, elle avait les cheveux châtains foncés, attachés en une queue de cheval pratique, mais c'étaient ses yeux qui captaient l'attention, bleu cristallin, presque turquoise, un héritage génétique rare qui contrastait dramatiquement avec sa peau mate, des yeux qui à ce moment-là brillaient d'une détermination absolue. Dans l'une de ses mains, elle tenait une boîte à outils en métal rouge, visiblement ancienne, mais impeccablement conservée. Dans l'autre, une pochette de documents. Pendant 3 secondes, personne ne réagit. Puis, comme une digue qui cède, les rires commencèrent. Gérard fut le premier. Son rire rauque résonna dans l'atelier. Une femme, une petite jeune fille en uniforme rose, veut réparer la machine. Richard, l'autre contremaître, rejoignit les rires. « Mademoiselle, ce n'est pas un salon de beauté ici. C'est une chargeuse sur pneus industriels. » Les 11 mécaniciens vaincus rirent aussi. Certains avec plus d'embarras que d'autres, mais tous rirent.
C'était une façon d'atténuer leur propre humiliation. Si même une femme essayait, alors peut-être que le défi était vraiment impossible. Béa ne bougea pas, ne baissa pas les yeux, ne rougit pas. Elle attendit simplement que les rires diminuent, son visage conservant une expression sereine et professionnelle. Quand le bruit cessa enfin, elle fit 3 pas fermes à l'intérieur de l'atelier, ses bottes blanches à embouts d'acier claquant sur le béton avec autorité. « Monsieur Dubois », dit-elle, sa voix calme mais projetée pour que tous entendent. « Mon nom est Béatrice Moreau. Je suis la fille de Georges Moreau, qui a travaillé 35 ans avec des machines lourdes. J'ai grandi dans les ateliers. J'ai obtenu mon diplôme en mécatronique industrielle et ces 6 dernières années, j'ai réparé des moteurs que d'autres spécialistes avaient déclarés irréparables. » Elle posa la boîte à outils au sol et ouvrit sa pochette en sortant un document plastifié. Voici ma certification Volvo Construction Equipment, valide et à jour. Je suis spécialisé dans les systèmes électroniques intégrés, le diagnostic de panne sur les équipements de grande taille et la maintenance préventive. Joe le Typhon, qui était resté silencieux et choqué, cligna des yeux. Il prit le document de ses mains et l'examina. C'était légitime. Certification officielle Volvo, avec photo, signature, hologramme de sécurité. « Comment » commença-t-il confus. « Comment êtes-vous arrivé ici ? Je suis dans la région pour visiter des exploitations agricoles et des domaines offrant des services de conseil en machinerie, » expliqua Béa, sa voix ferme. « Je me suis arrêté au relais routier à l'entrée du bourg. Il a mentionné que vous aviez des problèmes avec une Volvo L120H. Je suis venu offrir mon aide. » Gérard laissa échapper un souffle de mépris. « Patron, avec tout le respect que je vous dois, mais c'est ridicule. 11 spécialistes n'y sont pas parvenus. Que va faire cette jeune femme ?» Béa se tourna vers Gérard, et pour la première fois, un éclair de quelque chose de dangereux traversa ses yeux bleus. « Ce que je vais faire, » dit-elle calmement, « c'est ce que votre père aurait dû vous enseigner. Écoutez la machine avant d'essayer de deviner le problème. » Le silence revint, cette fois plus lourd. Joe le Typhon regarda Béa, puis la Volvo, puis de nouveau Béa. Quelque chose dans sa posture, dans la confiance absolument inébranlable de ses yeux, le toucha. C'était peut-être le désespoir, peut-être la curiosité, peut-être le fait qu'il n'avait littéralement rien à perdre. « De combien de temps avez-vous besoin ?» demanda-t-il. « 15 minutes pour un diagnostic complet, » répondit Béa sans hésitation. « Si j'identifie le problème, 30 minutes de plus pour le résoudre. » De nouveaux rires nerveux. 45 minutes. Les spécialistes avaient mis des jours. Joe le Typhon regarda sa montre. Il était 15h40. Le soleil commencerait à décliner dans quelques heures. « Vous avez jusqu'à 16h30, » dit-il, sa voix retrouvant son ton de commandement. « 45 minutes. Si vous réussissez, le poste est à vous. Si vous n'y parvenez pas, » il fit une pause. « Eh bien, vous ne serez pas la première à échouer. » Béa hocha la tête une fois, prit sa boîte à outils et se dirigea vers la Volvo L120H, d'un pas ferme et décidé. Et tandis qu'elle marchait, le contraste était presque surréaliste. Cette petite femme, dans son uniforme blanc et rose fuchsia, immaculé et brillant, s'approchant de cette bête jaune de 22 tonnes, sale, démontée, vaincue par 11 hommes. Gérard croisa les bras et sourit avec sarcasme. « Ça, je veux voir !» Joe le Typhon ne sourit pas. Il observa simplement, tandis que Béatrice Moreau ouvrait sa boîte à outils rouge, la même que son père Georges avait utilisée pendant des décennies, et commençait à travailler. L'horloge affichait 15h42. Le compte à rebours avait commencé. Béatrice Moreau ne courut pas, ne montra aucune hâte. Elle se dirigea vers la chargeuse sur pneus Volvo L120H, et cela, d'une certaine manière, irrita encore plus les hommes autour. Gérard se tourna vers Richard et murmura assez fort pour que tous entendent « 15 minutes ». Je parie qu'en 5, elle abandonne et invente une excuse. Richard eut un rire sec. « Moi, je lui donne 3 minutes.
Elle va regarder ce moteur et se rendre compte que c'est hors de sa portée. Les 11 mécaniciens vaincus se positionnèrent en demi-cercle, certains s'asseyant sur des caisses, d'autres appuyés contre les murs de l'atelier. C'était comme s'ils attendaient un spectacle comique, un divertissement pour soulager la honte d'avoir échoué. Après tout, si une femme en uniforme rose échouait aussi, alors le problème était vraiment impossible, n'est-ce pas? Joe le Typhon resta debout, les bras croisés, la mâchoire serrée. Il regarda sa montre bracelet, une lourde Rolex à son poignet bronzé. 15h43. 44 minutes restantes. Béa posa sa boîte à outils au sol, à côté de la machine gigantesque. Puis, elle fit quelque chose que personne n'attendait. Elle n'ouvrit pas la boîte. Au lieu de cela, elle commença à marcher autour de la Volvo lentement, méthodiquement, comme si elle étudiait un organisme vivant. Ses doigts effleuraient légèrement la carrosserie jaune, tandis qu'elle faisait le tour de la machine. Elle s'arrêta près des roues, s'accroupit, examina le train de roulement, se leva et continua de marcher, passa sa main sur les cylindres hydrauliques de la benne, monta sur la petite échelle latérale, jeta un coup d'œil à l'intérieur de la cabine à travers la vitre, redescendit. « Ah, qu'est-ce qu'elle fait » murmura Tonio, le troisième contremaître, un homme grand et silencieux qui n'avait rien dit jusqu'à présent. « Elle perd son temps » répondit Gérard avec dédain. « Une touriste qui fait du tourisme. » Mais Joe le Typhon ne dit rien. Il observa. Et quelque chose dans la façon dont Béa se déplaçait, dans la concentration absolue de son visage, dans la délicatesse et, en même temps, l'assurance de ses mouvements le fit rester silencieux. Béa acheva le cercle autour de la machine et alors, enfin, prit sa boîte à outils. Elle l'ouvrit d'un doux clic métallique, révélant un intérieur étonnamment organisé. Des outils anciens mais impeccablement entretenus. Chacun avait sa place. Des tournevis aux manches en bois usés par l'usage, des pinces marquées par des décennies de travail, des douilles alignées par taille. Et là, fixé au couvercle intérieur de la boîte, avec du ruban adhésif jauni par le temps, se trouvait une photo fanée. Un homme d'âge moyen, souriant, à côté d'une petite fille d'environ 8 ans, tous deux tachés de graisse devant un tracteur. L'homme avait les mêmes yeux bleus que la petite fille. Georges et Béatrice Moreau, père et fille, 35 ans de différence, mais la même passion dans le regard. Béa toucha brièvement la photo, comme un rituel, puis sortit une lampe de poche petite mais puissante. Elle remonta sur l'échelle latérale de la Volvo et entra dans la cabine. À l'intérieur, elle s'assit sur le siège de l'opérateur. L'intérieur était en désordre, des panneaux ouverts, des fils exposés, des connecteurs desserrés. Les spécialistes précédents avaient violé cette cabine comme s'ils cherchaient de l'or enterré. Béa secoua légèrement la tête, une expression presque triste traversant son visage. « Vous n'avez pas écouté » murmura-t-elle pour elle-même, sa voix si basse que seule elle l'entendit. « Aucun de vous n'a écouté. » C'était la première leçon de la méthode Georges, la philosophie que son père avait développée au cours de 3 décennies et demie, travaillant avec des machines lourdes, des tracteurs, des pelleteuses, des chargeuses sur pneus. « Béa » lui disait son père, ses grandes mains calleuses tenant les siennes, petites quand elle avait 12 ans. Une machine n'est pas un puzzle à résoudre à la hâte. Une machine est une créature vivante. Elle parle. Il suffit d'apprendre sa langue. « Comment, papa » avait-elle demandé cet après-midi lointain, toutes deux assises sur le sol froid d'un atelier. « Tu écoutes » avait répondu Georges, touchant sa poitrine, au niveau du cœur. « Ici, tu sens la vibration. Tu prêtes attention au silence. Parce que parfois, ma fille, ce que la machine ne fait pas est plus important que ce qu'elle fait. » Béa ferma les yeux à l'intérieur de la cabine, respira profondément. L'odeur lui était familière. Gazole, caoutchouc chauffé, plastique des panneaux, métal, odeur d'atelier, odeur de maison. Puis elle ouvrit les yeux et commença à travailler. D'abord, elle reconnecta tous les connecteurs que les mécaniciens précédents avaient laissés desserrés, chacun à sa place. Elle connaissait ce modèle, Volvo L120H, génération 2019, système électronique CAREC intégré, ordinateur de bord Volvo Copilot,
moteur turbo-diesel D7E avec système d'injection Common Rail haute pression. Pendant qu'elle travaillait, elle pouvait entendre les conversations à l'extérieur. L'atelier avait une bonne acoustique et les voix des hommes portaient facilement. 7 minutes déjà, dit Gérard, visiblement ennuyé. Elle est là-dedans à jouer à la conductrice. Laisse-la faire, répondit l'un des mécaniciens vaincus, un homme corpulent de Bretagne, qui avait facturé 400 € et passé une journée entière à démonter la transmission. Plus elle prend de temps, moins nous aurons l'air ridicules. Rire, toujours des rires. Béa serra les lèvres, mais ne s'arrêta pas de travailler. Elle alluma sa lampe de poche et commença à examiner le tableau de bord. Les spécialistes précédents s'étaient concentrés sur l'évidence. Module d'injection, capteur de température moteur, système de gestion électronique de la transmission. Mais Béa fut différente. Elle descendit de la cabine et se dirigea vers l'arrière de la machine où se trouvait le compartiment moteur. Le capot était ouvert, maintenu par une tige hydraulique. Le moteur D7E de 6 cylindres en ligne était exposé. Un chef-d'œuvre d'ingénierie suédoise, 230 chevaux, 560 Nm de couple, cylindré de 7L, et il était complètement intact. Les mécaniciens précédents avaient touché au périphérique, mais pas au cœur du moteur. « Intéressant », murmura Béa. Elle monta sur la plateforme de maintenance latérale et commença à examiner non pas le moteur lui-même, mais le système qui l'entourait. Système de refroidissement, radiateur propre, tuyaux en bon état, liquide au niveau correct. Système d'admission d'air, filtre neuf, conduit sans fuite. Système d'échappement, turbocompresseur intact, silencieux, sans obstruction. C'est alors qu'elle vit, ou plutôt sentit. Il y avait une vibration anormale, subtile, presque imperceptible. Elle venait du côté droit du moteur, près du système de démarrage pneumatique. Béa se baissa, contorsionnant son corps, pour regarder entre les composants serrés. Sa lampe de poche éclaira une zone qui semblait n'avoir pas été touchée. Le compresseur d'air et son ensemble de vannes. Les grandes chargeuses, sur pneus comme la Volvo L120H, ont un démarrage à air comprimé pour le moteur diesel. C'est plus fiable qu'un démarrage électrique sur les machines lourdes. Un réservoir d'air comprimé fournit la pression pour faire tourner le moteur jusqu'à ce que la combustion commence. Mais ce système dépend de capteurs précis pour fonctionner. Et là, caché entre les tuyaux et les connecteurs, se trouvait un capteur de pression du système pneumatique, un petit composant, pas plus grand qu'un briquet, avec un connecteur électrique à 3 broches. Béa l'atteignit avec difficulté et déconnecta le capteur. Elle le rapprocha de la lumière. Le connecteur était oxydé. Pas visiblement. Pas au point qu'un examen superficiel le détecte, mais il y avait une fine couche de corrosion gris-vert sur l'une des broches de contact. Elle sourit, un petit sourire triste, car c'était si évident maintenant. « Je t'ai trouvé », murmura-t-elle. Le capteur de pression oxydé envoyait un faux signal à l'ordinateur de bord. Il disait qu'il n'y avait pas assez de pression dans le système pneumatique, même quand il y en avait. Et par mesure de sécurité, l'ordinateur bloquait le démarrage. C'était un mécanisme de protection pour éviter que le moteur ne tente de démarrer sans une pression adéquate, ce qui pourrait causer des dommages. Les spécialistes précédents s'étaient concentrés sur des problèmes complexes, injection électronique, transmission, capteur moteur. Personne n'avait regardé le système de démarrage pneumatique. Après tout, c'était un système simple, voire désuet. Quel problème pouvait-il y avoir là? Mais Georges avait enseigné à Béa une chose fondamentale. Les problèmes les plus coûteux ont souvent des solutions bon marché. Et les techniciens modernes oublient qu'une machine n'est pas seulement un ordinateur, c'est de la mécanique, de l'hydraulique, du pneumatique, c'est un système complet. Béa descendit de la plateforme et retourna à sa boîte à outils. Elle prit un spray de contact électrique et une brosse à poils fins en laiton. Elle revint au capteur, nettoya méticuleusement les broches, appliqua le spray, attendit qu'il sèche, puis reconnecta. Ensuite, elle alla plus loin, suivit le tuyau d'air du système pneumatique et trouva la soupape de décharge.
En l'examinant de près, elle remarqua qu'elle était légèrement désalignée, probablement par l'un des spécialistes précédents qui avait manipulé la zone sans en comprendre la fonction. Cela provoquait une petite perte de pression, pas assez importante pour empêcher le démarrage normalement, mais combiné au capteur défectueux, cela créait un problème composé. Avec une clé Allen de 6 mm, Béa ajusta la soupape à la position correcte, 3-4 de tour. Elle sentit le doux clic lorsque la pièce s'assit parfaitement. Elle vérifia le manomètre du réservoir d'air. 8,27 bars. Parfait, pression idéale pour le démarrage. Enfin, elle se dirigea vers la benne et examina le système hydraulique. Là, elle trouva le troisième et dernier problème. Un tuyau de retour d'huile hydraulique était plié, pas complètement obstrué, mais étranglé. Cela créait une contre-pression dans le système, et l'ordinateur de bord l'interprétait comme une surcharge, activant un autre protocole de sécurité. Béa détacha le tuyau des clips qui le maintenaient incorrectement, le repositionna sur le bon chemin, le fixa correctement. Le flux d'huile serait maintenant libre. 3 problèmes, petits, interconnectés, invisibles pour qui cherchait des pannes catastrophiques. Béa regarda l'horloge murale de l'atelier. 16h11. 26 minutes depuis qu'elle avait commencé, 9 minutes restantes du délai de diagnostic qu'elle avait promis. Elle respira profondément et sortit de derrière la machine. Dehors, les hommes étaient clairement ennuyés. Certains s'étaient assis par terre, d'autres fumaient. Gérard regardait son téléphone portable. Joe Le Typhon était le seul encore en position d'attention, mais même lui semblait fatigué. Quand Béa apparut, marchant autour de la Volvo, son uniforme blanc et rose, maintenant taché de graisse aux genoux et aux coudes, il y eut un intérêt renouvelé. Alors, Gérard l'appela, sa voix chargée de sarcasme. « Alors, vous avez découvert que c'était trop difficile pour vous. » Béa l'ignora complètement. Elle marcha directement vers Monsieur Dubois et le regarda dans les yeux. « Monsieur Dubois, dit-elle, sa voix ferme et claire, j'ai trouvé le problème. En fait, 3 petits problèmes agissant ensemble. Le système de démarrage pneumatique avait un capteur de pression avec un contact oxydé, envoyant un faux signal. La soupape de décharge était désalignée, provoquant une perte de pression, et un tuyau hydraulique était étranglé, créant une contre-pression. L'ordinateur de bord est entré en mode de protection et a bloqué le démarrage. Elle fit une pause, laissant l'information s'ancrer. Les spécialistes précédents ont cherché de gros problèmes. Personne n'a regardé le système de démarrage parce qu'il est considéré comme trop simple. Mais parfois, le problème n'est pas là où il semble évident. Joe Le Typhon la fixa. « Avez-vous corrigé ces problèmes ? » ?»« Oui, monsieur. J'ai nettoyé le capteur, ajusté la soupape, repositionné le tuyau. La machine est prête à démarrer. » Silence absolu. Puis Gérard laissa échapper un rire fort et désagréable. « Prête à démarrer ? Mademoiselle, 11 spécialistes ont manipulé cette machine et vous croyez qu'avec un petit nettoyage de capteur, vous allez la faire fonctionner. » Richard le rejoignit. « C'est ridicule. Capteur de pression ? Nous avons des techniciens avec 20 ans d'expérience ici. » L'un des mécaniciens vaincus, celui de Bretagne, se leva. « Mademoiselle, avec tout le respect que je vous dois, mais le module d'injection de cette machine est défectueux. Je l'ai testé moi-même. Ce n'est pas un capteur, ça. » Mais Béa ne détourna pas le regard de M. Dubois. « Monsieur Dubois, je pourrais vous expliquer la physique des systèmes intégrés et comment de petites défaillances dans des sous-systèmes simples peuvent bloquer tout le système principal, mais je pense qu'il serait plus rapide de simplement la démarrer. Avec votre permission... » Le propriétaire terrien la regarda la machine, regarda les hommes autour, tous avec des expressions entre l'incrédulité et l'amusement. « Vous pouvez essayer, » dit-il finalement, sa voix rauque. Béa hocha la tête et se dirigea vers la cabine. Elle monta les marches métalliques, s'assit sur le siège de l'opérateur, ajusta sa ceinture de sécurité. Les hommes s'approchèrent, formant un demi-cercle devant la machine. Certains riaient encore, d'autres observaient avec une curiosité morbide.
Gérard croisa les bras avec une expression de « je vous l'avais dit ». Béa posa sa main sur la clé de contact. Sa main ne tremblait pas. Son cœur battait vite, oui, mais ses mains étaient fermes. Elle pensa à son père. Elle pensa à toutes les fois où il l'avait emmenée dans les ateliers quand elle était enfant. Elle pensa à son expression lorsqu'elle avait réparé son premier moteur, seule, à 15 ans. « Papa », murmura-t-elle si bas que personne d'autre qu'elle ne l'entendit, « fais ronronner ce moteur pour toi. » Et elle tourna la clé. Pendant 2 secondes, rien ne se passa. Juste le clic du système électrique s'activant, le doux bourdonnement de l'ordinateur de bord s'initialisant. Gérard commença à sourire. Richard secoua la tête. Puis le compresseur d'air relâcha l'air comprimé dans les cylindres de démarrage. Vroom, vroom, vroom. Le moteur D7E commença à tourner 1 fois, 2, 3. Et alors, avec un rugissement qui fit trembler le sol de l'atelier, le moteur s'alluma. Vroom. 230 chevaux de puissance suédoise se réveillèrent après 21 jours de sommeil. L'échappement laissa échapper un nuage de fumée noire initiale. Normal, après une si longue période d'arrêt. Le moteur se stabilisa à un ralenti parfait, ce grondement profond et puissant, caractéristique des gros moteurs diesel. Les panneaux de la cabine s'illuminèrent. Vert, 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 tous les indicateurs étaient normaux. Pression d'huile normale, température augmentant graduellement, système hydraulique opérationnel, transmission prête. Béa maintint le moteur au ralenti pendant 30 secondes, écoutant, sentant la vibration à travers le siège. Puis elle accéléra légèrement. Le moteur répondit instantanément, augmentant son régime avec la douceur d'un instrument de précision. Elle relâcha l'accélérateur et éteignit le moteur. Le silence qui suivit fut assourdissant. Béatrice Moreau descendit de la cabine avec des mouvements calmes. Ses yeux bleus brillaient, mais son expression était professionnelle. Elle marcha vers M. Dubois, s'arrêta devant lui et tendit la main. 9 minutes et 42 secondes de diagnostic, dit-elle calmement. 7 minutes et 15 secondes de correction, un total de 17 minutes, dans le délai promis. Jo le Typhon regarda la main tendue, regarda Béa, regarda la Volvo, encore chaude du moteur qui venait de fonctionner parfaitement. Et lentement, un sourire commença à se former sur son visage vieilli. Un sourire qui était en partie soulagement, en partie admiration et en partie quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, le respect. Jo le Typhon serra fermement la main de Béatrice Moreau. Ce ne fut pas une poignée de main condescendante ou hésitante. Ce fut la poignée de main d'un homme qui reconnaissait la compétence quand elle se présentait. « Béatrice Moreau », dit-il, sa voix grave, résonnant dans l'atelier encore sous le choc. « À partir de ce moment, vous êtes la nouvelle directrice de la logistique et de la machinerie du domaine du Val-Soleil. Salaire de 3 000 € par mois, maison sur la propriété, participation aux bénéfices. Bienvenue dans l'équipe. » L'atelier explosa, non pas d'applaudissements, mais de voix confuses, indignées, incrédules. « Patron, vous ne pouvez pas être sérieux !» Gérard cria pratiquement, son visage rougi non plus de rire, mais de rage. « C'est une femme, une gamine. Comment va-t-elle commander 30 hommes ?» Richard s'approcha, les mains tremblant d'indignation. « Monsieur Dubois, je travaille ici depuis 23 ans. 23 ans, et vous allez mettre cette... Choisissez vos prochains mots avec beaucoup de soin. Richard, coupa Jo le Typhon, sa voix tombant à ce ton dangereux que tous sur le domaine connaissaient. J'ai donné ma parole devant tout le monde. Un homme vaut ce que vaut sa parole. Elle a fait fonctionner la machine, le poste est à elle. Mais, patron, commença Gérard, la discussion est close. Jo le Typhon rugit, frappant du poing la carrosserie de la Volvo. Béatrice Moreau est la nouvelle directrice. Ceux qui n'aiment pas savent où est la sortie. Et sur ce, il tourna le dos et quitta l'atelier, laissant un silence tendu et lourd. Béa resta là, seule au centre de l'atelier, entourée d'hommes qui la regardaient avec des expressions allant du choc au mépris ouvert. Son uniforme blanc et rose fuchsia, maintenant taché de graisse, semblait encore plus hors de propos dans cet environnement hostile. Gérard s'approcha d'elle,
s'arrêtant à quelques centimètres. Il était grand, 1,85 mètres, et utilisait sa taille pour intimider. Il la regarda de haut, ses yeux bruns durs comme la pierre. « Vous avez peut-être dupé le patron avec un coup de chance, dit-il, sa voix basse et menaçante. Mais ici, à la campagne, mademoiselle, les choses fonctionnent différemment. Les ouvriers agricoles n'obéissent pas à une femme, surtout pas à une femme en uniforme rose qui semble sortir d'un salon de beauté. » Béa le regarda en retour, sans détourner les yeux. « Monsieur Leclerc, dit-elle calmement, je n'ai pas besoin que vous m'aimiez. J'ai besoin que vous fassiez votre travail et que vous suiviez les directives de maintenance que je vais mettre en œuvre. Si vous y parvenez, nous nous entendrons très bien. » Gérard eut un rire sec. « Directives de maintenance ? Ce domaine fonctionne depuis 50 ans, comme il a toujours fonctionné. On n'a pas besoin d'une femme pour nous apprendre à faire notre travail. » Il cracha par terre, dangereusement près des bottes blanches de Béa, et quitta l'atelier. Richard et plusieurs autres le suivirent. En quelques minutes, Béa était seule avec sa boîte à outils rouge et une Volvo L120H fonctionnant parfaitement. Elle respira profondément, sentant le poids du moment. Son père l'avait prévenu de cela. « Béa, lui avait dit Georges il y a des années, quand tu prouveras que tu es bonne, les hommes auront deux réactions. Certains te respecteront, d'autres te haïront, précisément parce que tu es bonne, parce que ta compétence expose leur médiocrité. » « Et que fais-je avec ceux qui me haïssent, papa ?» avait-elle demandé. « Tu continues d'être bonne, » avait-il répondu en souriant. « La compétence n'a pas besoin d'approbation. La compétence est sa propre récompense. » Béa ferma sa boîte à outils et quitta l'atelier. Elle avait du travail à faire. Les premiers jours furent brutaux. Jo le typhon assigna à Béa une petite maison, mais confortable sur la propriété, à 300 mètres du corps de ferme principal. 2 chambres, cuisine, salle de bain, véranda avec vue sur les champs de soja. Elle déménagea avec ses quelques affaires, vêtements, outils, livres techniques et la photo encadrée de son père. Le lundi suivant, elle convoqua une réunion avec toute l'équipe de maintenance et de logistique. 15 hommes se présentèrent, mais il était évident par leur langage corporel qu'aucun n'était là de son plein gré. Ils étaient assis, les bras croisés, les regards durs, les postures défensives. Béa entra dans la salle de réunion, vêtue de son uniforme blanc et rose fuchsia impeccable. Elle avait une pochette sous le bras et une expression professionnelle sur le visage. Elle projeta sur le mur un document qu'elle avait préparé pendant le week-end. « Programme de maintenance préventive intégré, domaine du Val-Soleil. Bonjour, commença-t-elle, sa voix ferme. J'ai analysé les registres de maintenance des 3 dernières années. Nous avons 18 pièces de machinerie lourde sur ce domaine. 3 tracteurs John Deere, 2 New Holland, une Volvo L120H, 2 moissonneuses-batteuses Case, 4 outils agricoles motorisés et 6 véhicules de soutien. La valeur totale de cette flotte est d'environ 1,6 million d'euros. » Elle cliqua pour le slide suivant. Ces 3 dernières années, nous avons dépensé en moyenne 84 000 € annuels en maintenance corrective. Cela signifie que nous attendons que les machines tombent en panne pour les réparer. Ce modèle est inefficace et coûteux. « C'est comme ça que ça a toujours fonctionné, » grommela Gérard du fond de la salle. « Et ça a bien fonctionné pendant des décennies. » « Fonctionner !» Béa acquiesça en se tournant vers lui, jusqu'à ce que la Volvo soit restée à l'arrêt pendant 3 semaines et ait coûté au domaine plus de 40 000 € en retard et contrats perdus. Cela aurait pu être évité avec une inspection mensuelle de base qui aurait coûté 60 €. Silence. Elle continua. « Je vais mettre en œuvre un système de maintenance préventive. Chaque machine aura un calendrier d'inspection hebdomadaire, mensuel et trimestriel. Nous allons créer des fiches techniques individuelles. Nous allons former tout le monde pour identifier les signes précoces de problèmes et nous allons réduire nos coûts de maintenance d'au moins 30% la première année. »« Et comment comptez-vous faire ça ?» demanda Richard, son ton chargé de sarcasme. « Vous allez enseigner la mécanique à tout le monde ? Transformer un ouvrier agricole en technicien spécialisé ?
Exactement ça, répondit Béa sans hésiter. Tous les samedis matins, 2 heures de formation obligatoire. J'enseignerai les bases. Comment écouter une vibration anormale, comment identifier les fuites, comment vérifier correctement les niveaux de fluide. Je ne transformerai personne en mécanicien certifié, mais je donnerai les outils pour que les petits problèmes ne deviennent pas catastrophiques. La salle explosa en murmures indignés. Formation les samedis, apprendre avec une femme, c'était inacceptable. Mais Joe le typhon avait donné pleine autorité à Béa, et quand Gérard tenta de faire appel au patron, il reçut une réponse courte et sèche. Elle est la directrice. Soit vous suivez ses ordres, soit vous trouvez un autre emploi. Alors les hommes commencèrent une résistance passive. Ils arrivaient en retard aux formations, faisaient les inspections de manière négligente. Ils ignoraient les directives de Béa. Quand elle donnait un ordre, ils l'exécutaient, mais de la manière la plus paresseuse possible. Gérard était le pire. Il contestait chaque décision, remettait en question chaque procédure, se moquait ouvertement de l'uniforme de princesse de Béa. Quand elle demandait des rapports, il remettait des gribouillis illisibles. Quand elle programmait des inspections, il oubliait d'apparaître. Béa ne se plaignit pas à Joe le typhon, ne demanda pas d'aide. Elle continua simplement de travailler. Elle arrivait à 5 heures du matin, inspectait personnellement les machines, créait les rapports que les hommes refusaient de faire, enseignait à qui voulait apprendre, et certains des plus jeunes commencèrent secrètement à prêter attention. 3 semaines se passèrent ainsi. 3 semaines de tension, d'hostilité voilée et d'une guerre froide non déclarée entre Béa et les vétérans du domaine. Jusqu'à ce que la tempête arrive. C'était un mardi d'avril. Le ciel s'était levé avec cette couleur gris jaunâtre que tout homme de la Beauce reconnaît. Une forte tempête approchait. La radio avertissait de pluies intenses dans la région, de vents allant jusqu'à 95 km/h, possibilité de grêle. Joe le typhon ordonna que tous les équipements soient rentrés, que les bâches des silos soient renforcées, et que le bétail soit emmené dans des zones protégées. Le domaine entra en mode d'urgence. La pluie commença à midi, et ce ne fut pas une pluie ordinaire, ce fut un déluge. Des rideaux d'eau tombant avec violence, transformant les chemins de terre en rivières, remplissant les canaux de drainage jusqu'à déborder. À 15 heures, l'un des travailleurs arriva en courant au corps de ferme, trempé et désespéré. « Monsieur Joe le typhon !» cria-t-il. « Le drainage principal du silo 3 est bouché, l'eau monte. Si cela continue, le silo va être inondé. » Le silo 3 gardait 2000 tonnes de soja, environ 640 000 € de céréales. Si l'eau entrait là, tout serait perdu. Joe le typhon, Gérard, Richard, Béa et d'autres coururent jusqu'au lieu. La scène était effrayante. Le canal de drainage, normalement un cours d'eau ordonné et contrôlé, était complètement obstrué par des branches, de la boue et des débris apportés par la crue subite. L'eau avait formé un étang qui grandissait rapidement, léchant déjà la base du silo en béton. « Nous devons ouvrir un fossé de dérivation !» cria Gérard par-dessus le bruit de la pluie. « Déviez l'eau vers le champ sud. » La chargeuse sur pneus. Richard désigna. « Nous pouvons utiliser la Volvo pour ouvrir le fossé. » Mais Gérard secoua la tête, l'eau coulant de son chapeau. « Le terrain est détrempé, la machine va s'enliser et avec cette boue lourde, l'effort va brûler la transmission. Nous perdrons la machine et la récolte. » Alors, que faisons-nous ? Joe le typhon rugit, sa voix rauque de désespoir. Restons-nous ici à regarder 640 000 € se transformer en boue ? C'est alors que Béa parla. Sa voix était calme, mais portait une autorité qui fit que tous se tournèrent. « Je peux le faire. » Gérard la regarda comme si elle était devenue folle. « Vous, mademoiselle, vous avez à peine opéré cette machine. Ce n'est pas taper sur un ordinateur. C'est 300 chevaux de force luttant contre des tonnes de boue. Vous allez faire capoter la machine ou l'enliser. » La Volvo L120H a 4 roues motrices, un système de répartition dynamique du poids et une transmission PowerShift à 5 vitesses,
répondit Béat, essuyant l'eau de son visage. Si j'utilise la deuxième vitesse, que je contrôle l'accélérateur et que je travaille à des angles de 45° pour ne pas surcharger un côté, je peux ouvrir le fossé sans m'enliser. « Ça, c'est de la théorie !» cria Richard. « En pratique, vous allez tuer la machine !» Béat se tourna vers M. Dubois. L'eau coulait sur son uniforme, maintenant complètement trempé. Ses yeux bleus brillaient d'une détermination absolue. « Monsieur Dubois, je ne laisse pas les machines mourir, et je ne laisserai pas votre récolte mourir non plus. Donnez-moi la clé. » Joe le Typhon la regarda. Pendant 3 secondes. Il hésita. Puis il sortit le trousseau de clés de sa poche et le plaça dans la main tendue de Béat. « Vous avez 1 heure avant que l'eau n'atteigne la base du silo, » dit-il simplement. Béat hocha la tête et courut jusqu'à l'atelier où la Volvo était garée. 10 minutes plus tard, le rugissement du moteur D7E résonna dans la tempête. La chargeuse sur pneus jaunes émergea de l'atelier, ses phares fendant le rideau de pluie avec Béatrice Moreau aux commandes. Elle conduisit la machine jusqu'à la zone détrempée. Les hommes observaient, certains avec peur, d'autres avec une attente morbide de la voir échouer. La Volvo pesait 22 tonnes, mais le terrain était traître. Une boue visqueuse recouvrait tout. Béat arrêta la machine, évalua le terrain, puis commença à travailler. Elle n'attaqua pas directement. Au lieu de cela, elle fit ce que son père lui avait enseigné sur l'opération en terrain difficile. Elle travailla par couches. D'abord, elle utilisa la benne pour retirer la couche superficielle de boue, exposant le sol plus ferme en dessous. Puis, elle avança la machine en angle, distribuant le poids, évitant les points les plus mous. La pluie martelait la cabine, les essuie-glaces luttaient pour maintenir la visibilité. Béat travaillait avec une concentration absolue, ses doigts dansant entre les leviers et les pédales avec une précision chirurgicale. Elle ouvrit la première section du fossé, 5 mètres 10-15. La Volvo rugissait, la transmission travaillant dur, mais dans les limites. Béat pouvait sentir la machine à travers le siège, à travers le volant. Chaque vibration racontait une histoire, et elle écoutait. Lorsque la roue arrière-gauche commença à patiner, elle relâcha immédiatement l'accélérateur, redistribua le poids en déplaçant la benne et retrouva de la traction. Lorsque le moteur commença à chauffer à cause de l'effort, elle fit une pause de 30 secondes, laissa stabiliser, puis continua. 20 mètres, 30, 40. Les hommes observaient en silence impressionnés. Même Gérard avait cessé de parler, sa bouche légèrement ouverte, tandis qu'il voyait cette femme en uniforme rose fuchsia opérer 22 tonnes de machines suédoises avec l'habileté d'un pilote ayant des décennies d'expérience. 50 mètres, l'eau commença à s'écouler par le nouveau fossé. D'abord un filet, puis une rivière. La pression sur le silo 3 diminua. L'étang commença à se vider. Béat acheva le fossé de 62 mètres de long et 5 mètres de profondeur. Puis avec la machine couverte de boue de la cabine aux roues, elle retourna là où les hommes se trouvaient. Elle descendit de la cabine. Elle était trempée, couverte de boue. Son uniforme blanc et rose, maintenant marron foncé, mais ses yeux bleus brillaient de triomphe. Elle marcha vers Gérard et s'arrêta devant lui. « La machine est intacte », dit-elle calmement. Transmission froide, moteur stable, aucun dommage, et la récolte est sauvée. Gérard la regarda la Volvo, regarda le fossé, qui avait sauvé 640 000 €. Et pour la première fois, depuis l'arrivée de Béat, il ôta son chapeau en signe de respect. « Vous êtes bonne, dit-il, les mots sortant avec difficulté. Très bonne. » Richard s'approcha, tendant la main. « J'avais tort, complètement tort. Pardonnez-moi. » Un par un, les hommes qui s'étaient moqués, qui avaient résisté, qui avaient boycotté, s'approchèrent. Certains lui serrèrent la main, d'autres firent simplement un signe de tête respectueux, mais tous comprirent. Béatrice Moreau n'était plus la petite jeune fille en uniforme rose. Elle était leur directrice. La tempête passa, mais laissa quelque chose au-delà de la terre mouillée et du fossé ouvert. Elle laissa un changement profond dans l'âme du domaine du Val-Soleil. Le lendemain matin,
Béa arriva à l'atelier principal à 5h30 du matin, comme toujours. Mais cette fois, elle trouva quelque chose de différent. Gérard Leclerc était déjà là avec une bouteille thermos de café et 2 tasses en aluminium. « J'ai pensé que vous en auriez peut-être besoin, dit-il, lui tendant une tasse. Il n'y avait aucun sarcasme dans sa voix, juste de la sincérité. Béa accepta le café, sentant la chaleur traverser ses mains encore fatiguées de la veille. « Monsieur Leclerc ?»« Gérard, l'interrompit-il. Vous pouvez m'appeler Gérard. Et moi, je dois vous présenter mes excuses sincères. Je vous ai jugé sur votre apparence, sur votre uniforme, sur le fait que vous êtes une femme. Je vous ai traité avec irrespect alors que vous vouliez juste faire votre travail. Je suis désolé. » Les mots sortirent avec difficulté, mais ils étaient sincères. Béa vit dans ses yeux qui avaient été si durs, si hostiles, une humilité qui ne vient que lorsque quelqu'un reconnaît véritablement son erreur. « J'accepte vos excuses, » répondit-elle simplement, « et je vous remercie de votre honnêteté. » Richard apparut peu après, puis Tonio, puis les autres. Un par un, les hommes qui avaient résisté, qui s'étaient moqués, ceux qui avaient boycotté, vinrent voir Béa. Certains s'excusaient formellement, d'autres lui serraient simplement la main avec une fermeté renouvelée, mais tous montraient à leur manière que quelque chose avait changé. Les formations du samedi, qui étaient auparavant suivies à contre-cœur, bénéficiaient maintenant d'une attention totale. Les hommes posaient des questions, prenaient des notes, voulaient réellement apprendre. Les inspections, qui étaient auparavant négligentes, étaient maintenant effectuées avec soin. Les rapports arrivaient complets et lisibles. En 2 semaines, l'efficacité du domaine s'était visiblement améliorée. Les petits problèmes étaient identifiés avant de devenir importants. Les machines fonctionnaient mieux. Les coûts de maintenance commencèrent à baisser. Mais c'est un vendredi après-midi, 3 semaines après la tempête, que tout changea à nouveau. Béa était au bureau, révisant les chiffres du mois, quand Joe le typhon entra. Il ne frappa pas à la porte, ne demanda pas la permission. Il entra simplement et s'assit lourdement sur la chaise en face de son bureau. « Béatrice », dit-il. Et il y avait quelque chose de différent dans sa voix, quelque chose de plus doux. « Je dois vous raconter quelque chose. » Béa leva les yeux de ses papiers. Joe le typhon regarda ses propres mains grandes et calleuses. « J'ai eu une fille, Anne-Sophie. Elle aurait 32 ans aujourd'hui. » Il fit une pause, respira profondément. « Elle est morte à 17 ans. Accident de voiture. Conducteur ivre. » Béa sentit son cœur se serrer. « Monsieur Dubois, je suis tellement désolé. » Elle voulait étudier l'ingénierie mécanique, continua-t-il, la voix étranglée. Elle adorait les machines. Elle passait des heures ici, à l'atelier avec moi, posant des questions, voulant apprendre. Et moi, je lui disais d'aller s'occuper de choses de femmes. Je disais que la mécanique n'était pas un endroit pour une jeune femme. Des larmes coulèrent sur son visage vieilli. Quand elle est morte, j'ai réalisé que je ne lui avais jamais donné la chance d'être qui elle voulait être. Il regarda Béa, ses yeux rouges. Quand vous êtes arrivé ici avec cet uniforme, cette confiance, ce talent, c'était comme si mon âne était revenu, comme si Dieu me donnait une seconde chance de bien faire, de soutenir une femme qui aime la mécanique au lieu de l'en empêcher. Béa sentit ses propres yeux s'embuer. « Mon cher Joe, dit-il, la voix brisée, vous me la rappelez tous les jours, et vous me rappelez le père que j'aurais pu être, le père que j'aurais dû être. » Ils restèrent en silence pendant un long moment. Alors Béa fit quelque chose d'instinctif. Elle se leva, contourna le bureau et serra dans ses bras cet homme qui avait tant perdu. « Votre Anne-Sophie serait fière de vous, » murmura-t-elle, « parce que vous honorez sa mémoire en faisant ce qui est juste. » Ce fut dans cette étreinte, dans ce moment de vulnérabilité partagée, que naquit une idée. 1 semaine plus tard, Béa présenta une proposition formelle à Joe le typhon. « Combien de jeunes femmes comme moi existent dans cette région ?» demanda-t-elle, désignant des graphiques qu'elle avait préparés. « Combien de talents sont gaspillés parce que personne ne leur donne d'opportunité? J'ai eu de la chance.
Mon père m'a enseigné. Mais les autres? Elle ouvrit une présentation sur l'ordinateur. Je veux créer un centre de formation ici, sur le domaine. Le centre Georges Moreau, en hommage à mon père. Un endroit où les jeunes, hommes et femmes, pourront apprendre la mécanique des machines lourdes gratuitement, sans préjugés, juste avec du talent et l'envie d'apprendre. Joe le Typhon étudia les chiffres. Coût initial, maintenance, instructeur, matériel didactique, ce n'était pas bon marché. « De combien avez-vous besoin ?» demanda-t-il. 200 000 € pour commencer, 300 000 € pour les 2 premières années. Vous avez 500 000 €, dit-il sans hésiter, et mon soutien total. Nous allons faire ça correctement. Le centre de formation Georges Moreau ouvrit ses portes 3 mois plus tard. Béa sélectionna personnellement les 5 premiers élèves. Marine Lefebvre, 19 ans, qui nettoyait les bureaux du domaine, mais observait toujours les mécaniciens travailler. Théo Fournier, 21 ans, aide agricole, qui avait un talent naturel, mais aucune éducation formelle. Julie Petit, 23 ans, sans emploi avec un baccalauréat complet et l'envie d'apprendre. Charles Henry, 18 ans, fils d'un petit agriculteur, fasciné par les tracteurs depuis l'enfance. Anne-Béatrice, 22 ans, qui avait essayé d'entrer dans 5 ateliers et avait été rejetée de tous parce qu'elle était une femme. Béa enseigna la méthode Georges, écouter la machine, sentir la vibration, respecter la logique du métal. Gérard, Richard et d'autres vétérans du domaine se portèrent volontaires comme assistants, transmettant des décennies d'expérience pratique. 3 mois de cours intensifs, théorie le matin, pratique l'après-midi, moteur démonté et remonté, système hydraulique, électronique, pneumatique, diagnostic, réparation, maintenance préventive. Lorsqu'un représentant de Volvo Construction Equipment visita le domaine pour une inspection de routine de la flotte, il trouva Béa enseignant à la classe comment diagnostiquer un problème dans le système d'injection d'un tracteur John Deere 6S et 545J, uniquement au son du moteur. Il observa pendant 40 minutes, puis demanda à parler à Joe, le Typhon et à Béa en particulier. « Je n'ai jamais rien vu de tel », dit-il, toujours impressionné. « Le niveau de connaissance, la didactique, la passion. Vous créez quelque chose de spécial ici. » Et il fit une proposition. Volvo sponsoriserait officiellement le centre, fournirait des équipements, du matériel didactique, une certification reconnue internationalement. En échange, le centre Georges Moreau deviendrait un pôle d'excellence de la marque dans le sud de la France. Béa regarda Joe le Typhon. Il sourit, ce sourire de père fier. « J'accepte, dit-elle, au nom de mon père et d'Anne-Sophie. » L'après-midi d'octobre en Beauce avait cette lumière dorée spéciale que seule la plaine connaît. Le soleil descendait lentement sur les champs infinis du domaine du Val-Soleil, teintant tout d'ambre et de miel. Le vent portait l'odeur de la bonne terre, de la graisse des machines bien entretenues. Et quelque chose de nouveau, l'espoir. Le centre de formation Georges Moreau n'était plus cet atelier adapté des premiers mois. Il occupait maintenant un bâtiment propre de 3000 ml, des salles de classe climatisées, un atelier équipé de technologies de pointe, une bibliothèque technique et même des dortoirs pour les élèves d'autres régions. La façade affichait fièrement le logo de Volvo Construction Equipment à côté du nom du centre. Cet après-midi spécifique avait lieu la remise des diplômes de la 3e promotion. 15 élèves, 8 femmes et 7 hommes recevant leur certificat. Mais la véritable émotion se trouvait ailleurs. Au premier rang des chaises, vêtus d'uniformes impeccables d'atelier et de concessionnaire, se trouvaient les diplômés de la première promotion. Marine Lefebvre, maintenant âgée de 22 ans, portait l'uniforme bleu du concessionnaire Agripro à Lyon, où elle travaillait comme mécanicienne senior. Elle avait été la première élève de Béa, cette jeune femme timide qui nettoyait les bureaux. Aujourd'hui, elle réparait des moteurs de machines qui coûtaient des millions. Théo Fournier avait ouvert son propre atelier mobile, au service des petits agriculteurs de la région.
Son affaire prospérait. Julie Petit travaillait à la maintenance de la flotte d'une entreprise de transport à Orléans. Charles-Henri était retourné sur la propriété de son père et avait triplé la productivité grâce à une maintenance préventive adéquate. Et Anne-Béatrice, celle qui avait été rejetée de 5 ateliers parce qu'elle était une femme, était maintenant instructrice assistante au centre Georges Moreau lui-même, enseignant à la nouvelle génération. Béa était sur la scène improvisée de la cour, vêtue de son uniforme blanc et rose fuchsia, maintenant un symbole reconnu dans toute la région sud. Elle remettait les certificats un par un, embrassant chaque diplômé, murmurant des mots d'encouragement. Quand tous eurent reçu leur diplôme, elle prit le microphone. Il y a 2 ans et demi, sa voix résonna dans la cour bondée. Je suis arrivée dans ce domaine comme une étrangère. Beaucoup ont ri de mon uniforme, ont douté de mes capacités, m'ont jugé sur mon apparence. Elle fit une pause, regardant Gérard et Richard dans le public. Tous deux sourirent avec une affection sincère. Et je comprends pourquoi. Parce que j'étais différente, et la différence fait peur. Mais vous, elle désigna les diplômés, vous n'avez pas besoin de traverser ce que j'ai traversé. Parce que nous créons un monde nouveau. Un monde où le talent compte plus que les préjugés, où la compétence vaut plus que l'apparence, où vos mains, qu'elles soient grandes ou petites, claires ou foncées, masculines ou féminines, ont la même valeur quand elles tiennent un outil. Les applaudissements éclatèrent. Béa attendit que le silence revienne. Mon père, Georges Moreau, m'a enseigné qu'une machine est une créature vivante, qu'elle parle, si vous savez écouter. Mais il m'a enseigné quelque chose de plus important. Le respect ne se demande pas, le respect se gagne. Un moteur à la fois, un diagnostic à la fois, un travail bien fait à la fois. Elle regarda la photo encadrée de Georges qui décorait l'entrée du centre. Cet homme aux yeux bleus et au large sourire, tenant un tournevis comme un sceptre. « Papa !» dit-elle, sa voix s'étranglant légèrement. C'est pour toi et pour tous les pères et mères qui ont appris à leurs enfants à aimer le travail honnête. Pour tous ceux qui ont cru quand d'autres ont douté. Jo le typhon était au premier rang, et quand Béa le regarda, elle vit des larmes couler librement sur le visage vieilli de cet homme. Il avait profondément changé au cours de ces 2 ans et demi. Une partie de sa fortune finançait désormais des bourses d'études pour des jeunes défavorisés. Il visitait le centre 3 fois par semaine, discutait avec les élèves, racontait des histoires de l'époque où son Anne-Sophie rêvait d'être ingénieure. Pour Anne-Sophie, dit Béa doucement, regardant Jo le typhon, qui est ici en esprit, fier de son père. Le vieux propriétaire terrien couvrit son visage de ses mains, ses épaules secouées. Gérard, assis à côté de lui, posa sa main sur son épaule dans un geste fraternel. La cérémonie se termina par des grillades et de la musique, diplômés, instructeurs, familles, tous célébrant ensemble. Béa circulait parmi les gens, recevant des étreintes, répondant aux questions, orientant. Lorsque le soleil toucha enfin l'horizon, elle s'éloigna discrètement, marcha jusqu'à l'atelier principal du centre, maintenant silencieux et vide, les outils organisés, les machines propres, tout en ordre. Au centre de l'atelier, sur un établi spécial, se trouvait la boîte à outils rouge de Georges. Béa l'ouvrit, toucha les outils anciens que son père avait utilisés pendant des décennies, prit le tournevis aux manches en bois, celui qu'il aimait le plus. Le bois était lisse, tant il avait été utilisé, il tenait parfaitement dans sa main. Elle le porta à sa poitrine, ferma les yeux. « J'ai réussi, papa », murmura-t-elle dans l'atelier vide. « Ce que tu as commencé, je le continue, et ça ne s'arrêtera pas, jamais. » Une brise entra par la porte ouverte, portant le son lointain des rires et de la musique. Béa sourit. Elle regarda l'uniforme blanc et rose fuchsia, reflété dans la vitre d'une armoire. Cet uniforme qui avait été sujet de moquerie était maintenant un symbole d'excellence. Des jeunes de tout le Sud commençaient à en porter des variantes,
chacun avec ses couleurs, mais tous portant le même message. La compétence n'a pas de genre. Dehors, elle entendit la voix de Marine appelant « Professeur Béat, venez prendre une photo avec nous ». Béat rangea soigneusement le tournevis dans la boîte, la ferma avec révérence, passa sa main sur la photo de Georges collée sur le couvercle. « Merci », dit-elle simplement. « Pour tout, n'est-ce pas ?» Et puis, elle sortit de l'atelier pour retourner dans la cour illuminée où sa nouvelle famille l'attendait. Une famille choisie, une famille construite non par le sang, mais par la passion partagée pour les moteurs qui ronronnent, les machines qui vivent et le savoir qui transforme les vies. Le centre Georges Moreau continuerait. D'autres promotions viendraient, d'autres jeunes apprendraient, d'autres préjugés seraient brisés, un moteur à la fois. Et tout cela parce qu'une femme en uniforme blanc et rose fuchsia, aux yeux bleus brillants de détermination, avait prouvé quelque chose de fondamental, que la valeur d'une personne ne réside pas dans son apparence, son genre ou les doutes des autres. Elle réside dans sa compétence, sa passion, son cœur. Et en cela, Béatrice Moreau était riche, au-delà de toute mesure. Le soleil se coucha complètement sur la plaine de la Beauce, mais la lumière que Béat et son père avaient allumée continuerait de briller pour des générations. Certains héritages, après tout, sont éternels. Mon ami, laissez un commentaire ci-dessous pour soutenir la chaîne. J'aimerais avoir au moins 100 commentaires sur cette vidéo. Dites-moi quelle machine vous aimeriez voir dans une prochaine histoire, ou quel genre d'histoire vous voulez regarder ici, sur la chaîne. Votre avis est très important. Je lirai et répondrai à tous les commentaires.